Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Richard Landlois. On parle de toutes sortes de sujets concernant la santé mentale. On pourrait appeler ça les multiples facettes d'une bonne santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet, visage et prénom. Notre collaboratrice Catherine Sistassin et des nôtres, sa chronique « Être masculin et bienveillant ». Bienvenue à Folie douce. Folie douce, c'est l'émission qui vise l'authenticité et se vend de fraîcheur quand il est question d'information en santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Richard Landlois. Bonjour Richard, bienvenue à l'émission Folie douce. Oui, bonjour Yvan. Bonjour, alors tu as fait beaucoup de choses et tu en fais encore beaucoup relatifs à la santé mentale. Tu es ex-agent de liaison à l'Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement en santé mentale de la grande région de Québec. Tu es de la région de Québec, on te parle de Québec actuellement. Oui, en fait, je faisais le lien entre le réseau public et le réseau communautaire. Oui. On parle d'environ 45 organismes communautaires. Et tu as fait ça, je pense, une quinzaine d'années, tu me disais avant de... Oui, tout à fait. Puis ça fait tout drôle. On passe à d'autres choses, d'autres étapes dans la vie. Là. Ça fait partie de ta vie, mais à un moment donné, c'est ça, on fait d'autres choses. Bien, entre autres, une nouvelle action que tu fais, en fait, une nouvelle intervention ou de l'implication. En fait, c'est tes collaborateurs spéciaux à Vox Québec, qui est un réseau qui est connu aussi, là, Vox Québec. Oui. Tu es aussi éditeur de la revue Le Partenaire de l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, puis tu es auteur de plusieurs livres, dont Le Fragile, dans les très connus, Le Fragile Équilibre, et un plus récent, là, sur le sentier étoilé. Alors, tu chômes pas, puis je pense que je chôme pas, mais j'essaie de garder un équilibre. Oui. Donc, j'ai une conjointe qui m'aide beaucoup. C'est excellent, mais ce qui est intéressant, c'est que quand je vois des gens qui ont passé à travers différentes choses, différentes difficultés, puis qui réussissent à se servir de ça pour faire quelque chose de bien, tu sais, pour toi-même, mais pour les autres aussi, je trouve ça intéressant. Mais j'aimerais que tu nous parles de ton histoire, parce que je pense que tu connais bien le domaine de la santé mentale, mais comment tu pourrais nous présenter ça? Disons que j'ai fait un épisode de trouble bipolaire très, très important dans le milieu des années 90. Moi, j'avais fait des études à l'UQTR, à Trois-Rivières, 2 baccalauréats, tout ça. Puis tout à coup, ça allait pas dans mon couple, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai comme, on va dire, viré en manie. Pour ceux qui connaissent un petit peu la maladie, là, le cerveau s'est mis à aller vite, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis retrouvé à me séparer. Puis, pas longtemps après, je me suis retrouvé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour remplir un mandat parce que je travaillais pour une maison d'édition en manuel scolaire. Puis, donc, j'avais un mandat à Moncton, d'aller dans on va appeler ça un show, bien, disons, où je rencontrais des directions d'école, des enseignants, etc. Puis, c'est là que ça a comme éclaté. Là, ça a été ça a été la psychose, le délire mystique. Puis j'ai eu des gens de ma famille qui sont venus me chercher directement à l'hôpital francophone de Moncton. Et puis s'en est suivi pendant la même année trois phases de dépression majeure. Là, je savais plus à quel sein me vouer. Ça a été très, très, très lourd, très dur. C'est sûr que quand on repart un petit peu en manie, ça peut être exaltant, ça peut être plaisant, mais dès que la dépression arrive, là, c'est d'une lourdeur incroyable. Moi, ça a pris 1 an avant que la médication commence à faire effet. Et puis, disons qu'au bout de tout ça, au bout d'une année, j'ai commencé à stabiliser tranquillement, pas vite. Et puis, c'est là que je suis allé remplir un petit mandat en développement touristique à l'île aux Grues, qui est en face de Montmagny. Et c'est là que j'ai rencontré Fabienne, ma conjointe actuelle. Donc, c'est une femme avec laquelle je vis depuis maintenant 26 ans. Quand même incroyable de t'entendre, là. Tu sais, les gens, ce que tu racontes, puis la façon que tu parles, là, les gens croiraient pas ça, là. Même toi, probablement qu'à l'époque, tu disais,
tu te serais pas vu aujourd'hui en train de parler comme ça, avec un air enjoué puis très positif. Là. Oui, ben c'est ça. C'est pas. C'est sûr que quand on est dans le cœur de la crise ou près de la crise, on n'y croit pas. Moi, quand j'ai connu Fabienne, là, c'était autre chose. C'était la rencontre de l'âme sœur. Puis là, j'ai envie de te parler brièvement d'une rencontre extraordinaire qui est la rencontre du père de Fabienne, qui était un homme qui vivait avec un diabète sévère. Il était amputé d'une jambe, il était amputé du pied de l'autre jambe, puis il avait un sac parce qu'il avait développé un cancer du côlon. Donc, c'est là que j'ai pris conscience que la détresse pouvait prendre toutes sortes de visages. Moi, j'avais vécu une détresse pendant 1 an, c'est correct, puis là, je m'apercevais que, oui, on peut vivre toutes sortes de choses, des souffrances, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est exempt de souffrance dans la vie. Et donc, cet homme-là m'a fait vraiment prendre conscience que on pouvait vivre des choses très, très difficiles tout en étant heureux. Parce que c'était un homme qui était heureux, puis il prenait soin de faire des petites choses, puis d'être... c'était le bonheur. Pour moi, ça a été un mentor, un exemple, un grand exemple. Et puis, disons qu'il est décédé il y a une quinzaine d'années, mais j'y pense encore souvent. À quel âge tu avais quand tout est arrivé, tu sais, les problématiques dont tu nous parlais au Nouveau-Brunswick et tout ça, tu avais quel âge? Mon Dieu, j'avais 36, 37 ans à l'époque. Ouais. J'ai refait un deuxième épisode en 2008. Donc, là, on parle, puis je venais de commencer mon nouveau travail là, comme agent de liaison à Québec. C'était quand même assez, c'était curieux là, de voir, un organisme communautaire dans le monde de la santé mentale qui embauche une personne qui se retrouve en psychiatrie. Ouais. Donc, c'était... Mais en même temps, si eux le font pas, qui va le faire? C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Puis, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Puis les gens que je côtoie, entre autres à la QRP, à Vox Québec, j'ai côtoyé de nombreuses personnes à l'Agir, puis même dans le milieu, dans le réseau public, il y en a plusieurs, mais souvent, malheureusement, ils se retrouvent dans des garde-robes, là. Il y a beaucoup de personnes qui vivent toutes sortes de situations, des situations difficiles, qui ont à vivre un rétablissement, puis la grande majorité y arrive. Hein? C'est ça qui est important de savoir, puis de le comprendre. Des fois, dans nos médias, on voit des romans catastrophes, là, mais dans la grande majorité des cas, il y a des belles histoires, et puis, c'est ça, les gens se replacent. Là. Oui. Et Richard, qu'est-ce que, d'après toi, si tu peux mettre le point sur un item, là, qu'est-ce qui aurait fait la différence dans ton mieux-être? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une chose majeure, disons, que tu peux dire, ça m'a vraiment aidé à devenir le Richard d'aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Tu parlais tantôt de ton beau-père, ça, c'est un exemple, oui, c'est une inspiration. Il fait partie, ça, c'est un mot qu'on ose des fois pas prononcer, mais je vais prononcer le mot spiritualité. Oui. C'est certain que dans mon cas, cette personne-là fait partie de ma vie spirituelle, ça c'est sûr. L'autre élément, c'est que j'ai eu la chance, ou je devrais dire, chance, j'aime pas ça de dire ça, je veux dire, j'ai eu le privilège de rencontrer d'autres personnes qui vivaient un peu la même chose que moi. Donc, dans le cadre de groupes d'entraide, ça a été là tellement précieux. À Québec, il y a un centre qui s'appelle le Centre L'Équilibre. À Montréal, il y a Relief qui offre aussi des groupes d'entraide comme ça. Et puis, je pouvais rencontrer des gens qui vivaient un peu, qui pouvaient vivre des manies, des dépressions, qui pouvaient vivre des psychoses. Puis on se regardait, puis on était heureux de se voir, puis on comprenait qu'on était à peu près tous capables de passer au travers puis vivre un rétablissement de concluant. Dans la population en général, j'ai l'impression que les groupes d'entraide, c'est sous-estimé, mais à chaque fois que je rencontre des gens, t'es pas le premier à me dire ça, mais il y en a beaucoup qui me disent c'était tellement bénéfique, le fait de rencontrer d'autres gens
avec qui je pouvais échanger, puis je sais pas, on se reconnaît, puis en même temps, on se sent écouter, puis c'est un peu nos pairs, là, c'est des gens qui ont vécu eux-mêmes des problèmes. Donc, oui, tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est sous-estimé. Moi, je pense qu'on va en voir de plus en plus dans les prochaines années. J'espère qu'il va y avoir une reconnaissance là, dans les différentes régions du Québec pour qu'effectivement qu'on aille de l'avant avec ce type de groupe-là. Par ailleurs, présentement, on assiste à l'émergence de ce qu'on appelle des pères aidants. Ouais. Ça, c'est intéressant, là, des personnes qui ont du vécu, qui peuvent accompagner d'autres personnes qui vivent quelque chose de difficile. Alors ça, je trouve ça très, très intéressant de voir ça, l'émergence. La QRP forme ces gens-là. Ouais. Oui, c'est très, très... c'est un autre... c'est plus qu'une réalisation, tu sais, ce sont des gens qui se prennent en main, qui se responsabilisent, puis qui transcendent leur expérience, que deviennent beaux aussi dans leur vie. Oui. Tantôt, Richard, on parlait que tu es auteur, tu as 5 bouquins, si je ne m'abuse, sur le marché. Pourrais-tu nous en parler peut-être de 2, peut-être ton plus récent, qui s'intitule « Sur le sentier étoilé ». Il parle de quoi, puis comment tu pourrais le décrire? Oui, c'est ça. L'ensemble de mes livres, disons, sont basés sur sur mon vécu. On va appeler ça des récits biographiques, au moins en partie. Mais le dernier, je suis allé chercher l'expérience de d'autres personnes. Là, j'anime un livre. Et puis, par exemple, j'ai une personne qui est entendeur de voix. J'ai une personne qui vit avec son frère qui s'est suicidé. Quelqu'un qui travaille avec les anciens combattants, avec les militaires. Il y en a pour tous les goûts là-dedans. Puis dans la deuxième partie, je suis allé avec des gens qui ont quelque chose à dire dans mon entourage. Là. Puis, quand je parle de mon entourage, c'est très large. Là. Donc, des gens qui ont quelque chose à dire, mais sur des sujets en particulier. Donc, par exemple, la santé globale, les membres de l'entourage, sur la stigmatisation. J'ai un collègue à la QRP qui est vraiment spécialisé là-dedans. Je lui ai demandé de faire un chapitre. Il a été généreux, le fait. Moi, je parle de langage parce que un des éléments que j'aime aborder, c'est le langage stigmatisant. Donc, il faut faire attention à nos paroles. Je suis une personne et non pas un bipolaire. Je suis une personne qui vit avec un diagnostic de trouble bipolaire. Ça va. Alors, c'est un peu ça, là, je suis pas une pathologie, un peu comme Luc Vigneault dirait, je suis une personne, pas une maladie. Effectivement. Non, mais c'est vrai que l'étiquette devient automatique, mais l'importance des mots est là. Ah, totalement. Puis ça a beaucoup d'impact. Moi, j'ai éliminé un certain nombre de mots au fil du temps. Par exemple, usager, je n'utilise pas ça. Utilisateur de service, etc. Parce que je me sens pas confortable avec ces termes-là. Je me sens confortable avec des termes comme je suis une personne d'abord, tout simplement. Puis je pense que si on veut avoir une approche globale, c'est vraiment avec ce terme-là qu'il faut commencer. Ouais. C'est plus positif aussi, là, c'est sûr. Là. Oui, il faut y aller de cette façon-là. Ouais. Puis moi, je dis toujours, des fois, je anime des ateliers, puis je dis aux gens, écoutez, Valérie porte une petite jaquette bleue sur le département de psychiatrie. Comment est-ce que puis elle vit une dépression, comment est-ce que vous croyez qu'elle aimerait être considérée? Puis là, donnez-moi des mots. Alors, puis là, c'est assez intéressant de voir ce qui peut sortir. Puis évidemment, le terme, entre autres, respect, là, sort toujours un des premiers. Là. Effectivement. Oui. Ben ça, Richard, c'est super intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus sur toi, peut-être commander des livres ou te contacter, qu'est-ce qu'on cherche, en fait, sur... Oui, on peut chercher simplement richardlandlois.ca. Ton site, oui. Donc, puis là, à ce moment-là, les informations de base sont là. Les gens peuvent me contacter facilement via courriel. Et puis, moi, je peux leur envoyer des livres. Ils peuvent les trouver aussi en librairie. Évidemment, on les trouve dans plusieurs bibliothèques aussi. Puis des fois, quand on ne le trouve pas en bibliothèque, on a juste à demander au bibliothécaire pour vous commander tel livre. Alors, ça se demande, ça se fait. Et puis, c'est une bonne chose à faire. Il ne faut pas se gêner. Non, il ne faut pas se gêner. Merci beaucoup, Richard Landlois. C'est super intéressant. Je te souhaite le meilleur succès, la meilleure santé et le meilleur bonheur que tu mérites.
puis on espère on va pouvoir se reparler éventuellement pour avoir la suite. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Yvan. Au revoir. Bye-bye. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Alors, bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors, aujourd'hui, ton sujet, visage et prénom. Oui, visage et prénom. D'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Notre visage est marqué socialement par notre prénom ». Tu vois, c'est assez spécial comme article. Oui. Comme si notre visage pouvait se mouler à l'idée qu'on projette seulement qu'avec notre prénom. OK. Et moi, je trouve ça un peu fantaisiste, mais j'avais quand même envie de partager ça. Il faudrait voir si c'est le visage qui influence le prénom ou le prénom qui influence le visage. Oui, tu vas voir, c'est un peu des deux. Hein. C'est assez spécial. C'est écrit par un monsieur du nom de Jean-Laurent Cassely, qui est journaliste, essayiste et auteur français. Ça vient du site slate.fr. Alors, il nous dit pourquoi certaines personnes ont-elles une tête de Véronique. Les Romains, c'est-à-dire le prénom romain, les Romains diffèrent-ils des Olivier? Comment devient-on une Mathilde? Si vous aussi, vous avez un prénom, les chances sont bonnes, tu vas me dire. Les résultats d'une étude franco-israélienne publiée récemment vous concernent directement. Le but des chercheurs était de déterminer si nous ressemblons à notre prénom. Et la réponse est oui. Dans une série d'expériences, des volontaires photographiés en France et en Israël ont été associés environ 4 fois sur 10 à leur vrai prénom lorsque des individus se voyaient proposer une liste de 4 choix. En même temps, Pierre, on dit que les parents voient l'enfant. Souvent, ça définit aussi quel est le prénom. Est-ce que ça se peut que les parents ont un gros mot à dire là-dedans, sûrement? Hein? C'est possible. Ouais. Mais tu vois, normalement, ça serait 25 des chances vu qu'il y a 4 prénoms, mais ici, on nous dit que c'est autour de 40 Quand même. Alors, tout porte à croire qu'il existe une association entre visage et prénom, parfois qualifiée d'effet Dorian Gray, ou Dorian Gray, si tu veux, en vertu de laquelle les gens s'efforceraient tout bonnement de ressembler à leur prénom. Ah. C'est différent, c'est la personne qui porte le prénom qui est elle-même. C'est un peu ce que je disais tantôt, est-ce que le visage influence le prénom, le prénom influence peut-être un peu des deux. Là, oui. Alors, Madame Anne-Laure Cellier, qui est chercheuse en psychologie sociale à Paris et responsable du volet français de l'étude, revient pour nous sur ces résultats fascinants. Alors, Mme Cellier nous dit « Imaginons que nous allions faire un tour dans Paris tous les deux et que je montre une photo d'identité de votre collègue Vincent sur laquelle on distingue uniquement son visage et ses cheveux à 100 personnes choisies au hasard. Si nous demandons aux passants de deviner son prénom parmi 4 prénoms donnés avec la même fréquence que Vincent chez les garçons de sa génération, soit par exemple Benjamin, Sébastien ou Romain, 25 des gens devraient choisir Vincent, en tout cas si c'était le seul facteur chance qui jouait. Or, nous avons obtenu 35 à 40 de bonnes réponses en moyenne sur un choix à faire parmi 4 prénoms et jusqu'à 80 pour certains prénoms. Il faut encore que les gens qui répondent soient des bons observateurs de la société, parce que c'est vrai qu'on revoit des personnes puis ça nous fait penser à tel nom, mais il faut quand même, c'est pas tout le monde qui a cette facilité ou en tout cas cette habitude de faire. Oui, là. Mais on va revenir là-dessus au cours de l'article, mais c'est un bon point que tu apportes, oui. Alors, on nous dit, pour que cet effet visage-prénom ait lieu, il faut que les gens croisés dans la rue aient en tête au préalable un stéréotype de Vincent, comme tu viens de le dire. Sans cela, ils ne pourraient pas distinguer un Vincent d'un Romain ou d'un Thomas, par exemple. Si je vous dis Marie-Aude, vous avez, par exemple, probablement en tête un certain stéréotype, une certaine coiffure, courte ou carrée ou cheveux longs attachés, par exemple. Nous avons donc été conservateurs dans nos études en retirant les prénoms trop étiquetés du point de vue socio-économique, que ce soit Marie-Aude ou à l'inverse Kevin, par exemple. Et les prénoms trop rares peut-être sont plus difficiles. Tu sais, quand on parle tantôt de Vincent ou de Romain, ben, c'est assez fréquent en France. Hein? Oui. Alors, on nous dit on contrôle donc les biais socio-économiques liés à certains prénoms. Et c'est d'autant plus vrai pour l'équipe israélienne qui a mené les mêmes expériences en parallèle. Israël est une société beaucoup plus uniforme que la société française, avec peu d'écart entre les classes sociales et donc des stéréotypes liés à ces classes sociales moins puissants. Or, les résultats sont convaincants en France comme en Israël.
Vous et moi partageons un stéréotype de Vincent. Et quand nous rencontrons un Vincent, il y a quelque chose dans son visage qui fait qu'il est un Vincent et pas un Romain. Il peut être blond, châtain, peu importe, mais il a juste une gueule de Vincent. L'explication est que nous ressentons une pression depuis notre plus jeune âge pour nous conformer à notre groupe social auquel nous avons envie de plaire. Nous nous adressons différemment aux personnes depuis qu'elles sont bébés. Nous les traitons différemment en fonction de leur prénom. Si la société estime que Chloé est une petite fille avenante, sympa et facétieuse, à force de répondre aux attentes de son environnement, elle finira par avoir ce visage avenant façonné au bout de milliers d'interactions et d'un traitement social particulier. Le processus est comparable à celui d'une pierre poncée au contact de la mer au fil du temps, sauf qu'il s'agit ici d'interactions avec les autres. C'est assez spécial. Oui, assez spécial. Je vais faire une pause ici. Non, c'est intéressant, visage et prénom. J'ai bien hâte d'écouter la suite à l'Espresso allongé plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, Catherine Stassin apporte sa chronique « Être masculin et bienveillant ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Visage et prénom ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. Bonjour Catherine Stassin. Bonjour Yvon. Bonjour, aujourd'hui ta chronique, tu nous parles, en fait ton titre c'est « Être masculin et bienveillant ». On peut être les deux. Oui, on peut être un homme et puis agir de manière masculine et tout en étant bienveillant. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est surtout le comportement masculin qui développe une virilité un petit peu toxique. Ouais. Donc, on va voir un petit peu en quoi ça consiste et puis comment on peut faire pour éviter ça et aussi pourquoi certains hommes en arrivent là et d'ailleurs certaines femmes aussi développent des comportements masculins toxiques. Ça a été longtemps comme ça, même je pense encore aujourd'hui, il y a des habitudes qui sont restées en société, soit par l'exemple de parents ou les gens ont comme perpétué ce genre d'attitude-là, alors que ça existe, être masculin et bienveillant, ça existe. Ça. Ben oui, on n'est pas moins homme, là. Je ne sais pas si tu as dans tes souvenirs d'enfance, mais moi, ce qui me venait en tête en premier lieu, c'est vraiment un petit garçon qui tombe, on va lui dire « mais pleure pas, relève-toi ça fait pas mal. » Ben oui, ça fait mal. Ben oui, il pleure peut-être, etc. C'est pas grave de pleurer, là, c'est un peu normal. Là. Ça change maintenant. Hein. Je serais curieuse de faire une petite observation dans un parc pour voir si c'est toujours la même chose. On devrait faire ça. Alors qu'une petite fille, on va peut-être un peu plus la dorloter, lui dire « montre-moi », etc. Je parle dans le temps ou pour certaines personnes. Ouais. Donc, c'est ce genre de comportement émotionnel, là, c'est pour camper avec un exemple qui peut être toxique. Oui, exactement. Parce qu'on va le perpétuer. On va le perpétuer aussi bien dans nos émotions qu'on va passer à nos enfants et on va le perpétuer aussi parce qu'on va agir comme ça avec d'autres relations en dehors de nos enfants, que ce soit au travail ou ailleurs, et ne pas exprimer nos émotions parce qu'un homme aussi, on a fait une chronique là-dessus, on lui dit aussi si c'est un homme adulte, même s'il a un parent qui est mort, il va peut-être essayer de se retenir des fois de pleurer. Ouais. En public, du moins. Et puis après, est-ce qu'il va encore réussir à pleurer derrière un mur de chambre? On ne sait pas. Donc, en attendant, il n'a pas évacué ses émotions et s'est empêché d'exprimer ses émotions. Mais on le voit encore, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est vrai qu'on voit moins les hommes pleurer en public. On voit plus de femmes ou de filles pleurer en public, à mon avis. Là. Les filles ont peut-être moins de jeunes pour pleurer parce qu'on est sans... que les auditeurs se disent bien ici,
bon, moi, ça m'est arrivé de pleurer dans une réunion et d'être assez gênée parce que je me dis, oh, je suis une professionnelle, je peux pas pleurer en réunion, etc. Mais dans le fond, on devrait assumer. On dit, ben, je pleure pour telle et telle raison et c'est une émotion. Je l'exprime de cette manière. Mais c'est encore très, très mal vu. C'est un signe un petit peu de faiblesse, en tout cas dans le monde professionnel. Ouais. Mon Dieu, elle pleure en pleine réunion, elle peut pas se retenir, etc. Ça, c'est quand même un comportement toxique. En même temps, c'est un trop-plein. À un moment donné, c'est pas mieux de se rendre malade. Au lieu de s'inquiéter, de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleure-t-elle, etc. Puis on n'a pas développé cette espèce, justement, tu parles de bienveillance, mais c'en est de la bienveillance de dire peut-être la personne vit un drame incroyable puis c'est juste la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Empathie, bienveillance, exactement. C'est pas juste le commentaire de l'autre collègue qui a fait, c'est quelque chose qui était sous-jacent, etc. Ouais. Et voilà, ça arrive en réunion. Évidemment, personne ne souhaite pleurer en réunion. Ils préfèrent faire ça à la maison. Ben, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Alors, ce professeur qui s'est penché là-dessus, ce professeur québécois qui s'appelle Michel Doré, il dit, mais dans le fond, il y a des manières de mettre en œuvre une masculinité qui soit un peu plus positive. Alors, il dit, on va tout simplement assumer un comportement antitoxique en évitant, en contrant et en prévenant aussi ce comportement dont je parlais, ça peut être un petit peu de l'agressivité, on est contrarié, et au lieu de dire, tiens, mais pourquoi dis-tu ça, etc., on va peut-être être tout de suite agressif en disant, ouais, mais moi je t'ai dit ça avant, etc. Donc ça, et désolé, messieurs, de dire, c'est identifié comme de la virilité toxique, de l'agressivité, de la violence, même verbale, ça peut être ce cas-là. Donc, on doit tous apprendre, tous et toutes apprendre à avoir un comportement qui est plus empathique, plus bienveillant. Mais comment est-ce qu'on va y arriver? Il faut mettre un plan d'action. Est-ce que toi, Yvan, tu aurais une idée tiens, si demain je dois commencer à penser à rester l'homme que je suis, mais être bienveillant, je commencerai par quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je commencerai par la communication. La communication, là, c'est une des choses qui permet de comprendre l'autre, de peut-être exprimer, d'écouter l'autre, mais d'exprimer en retour certaines choses. Je trouve que ça fait partie de la bienveillance, d'être capable de communiquer. Tu sais, tu parlais de comportements, des fois qui sont rudes, des choses comme ça, mais en communiquant, je trouve on est capable de part et d'autre, tu sais, selon notre... Ben, c'est parfait ce que tu me dis, dans un sens où le fait que tu me formules déjà que tu penses à réfléchir à la communication, ça veut dire que tu as fait un minimum d'introspection. Ouais. Et ça, c'est le point de départ, en fait. Le point de départ, c'est de se dire, mais comment est-ce que moi, je vais agir ou interagir dans cette situation? D'accord? Toi, tu poses une situation de communication directe ou indirecte, mais ça veut dire qu'avant, tu as eu un minimum d'introspection et tu t'es dit, tiens, comment est-ce que moi, le Yvan avant, comment j'agissais, comment j'interagissais, et tiens, qu'est-ce que je peux changer? Ça veut dire que tu as réfléchi, que tu t'es regardé dans le miroir. Mais tu vois, ton exemple de pleurer dans une réunion, il me semble que si quelqu'un autour de la table dit, écoute, est-ce que ça va? Veux-tu prendre une pause? C'est ça, je veux dire, la communication, tu vois, c'est la première chose pour désamorcer l'affaire. Le monde ne sait pas trop quoi faire. Puis il y a quelqu'un qui a pleuré, il y a peut-être un drame qui se vit ici, là. Fait que ça prend 3 secondes et quart de dire est-ce que ça va, est-ce qu'on peut juste prendre une pause ou je sais pas, puis on va en parler à côté. Peu importe, là. Mais je trouve que ça tend déjà la main, tu sais, c'est dans ce sens-là, communication, tu sais. Je trouve d'être bienveillant, c'est oui par le geste, mais c'en est un geste de tendre la main, tu sais. Oui, je trouve, et ça peut être à double tranchant. Moi, je me rappelle d'une réunion où j'ai vu quelqu'un pleurer et je me dis personne ne réagit, je trouvais ça désarçonnant. Et j'ai agi en disant, écoute, je pense qu'on arrête la réunion et qu'il faut que tu sortes et qu'on discute, quitte à me mettre les autres à dos ou à penser que je prenais parti, ce qui n'était absolument pas le cas. Non. Mais je trouvais humainement cette situation insupportable. C'est malaisant, faire comme si de rien n'était, chacun continue la réunion, discuter, l'autre pleure. On n'est pas des chaises, là. On est assis sur des chaises, mais on est des êtres humains. Là. Fait que ça reste que l'être humain prime là, à travers tout. Oui, c'est important. Ouais. Et voilà, donc l'introspection, puis donc avoir cet effet, s'être vu dans le miroir. Ouais. Et puis comprendre la manière dont on agit, et puis on peut se donner un petit plan, hein, si on sent qu'on a beaucoup de progrès à faire ou pas, ça dépend. On peut se dire, tiens, voilà, je vais poser telle et telle action concrète. La prochaine fois que j'ai envie de m'énerver avec le chauffeur du bus pour un coup de frein
abusif. Ouais, qui nous a fait perdre le ballon. Ça. Ou quelqu'un à qui de qui je reçois le sac à dos dans la figure dans le métro parce que eh ben, je vais penser à formuler de manière un petit peu qui ne soit pas violente, qui ne soit pas dans cette, entre guillemets, dans cette, un peu une masculinité toxique. Ouais. De dire, je vais lui faire face et tu vas voir et tout. Puis le premier réflexe, c'est qu'on veut... Mais le premier réflexe, c'est qu'on veut péter la gueule à tout le monde. Là. Ça, c'est une chose. Un petit peu, des fois. Mais il faut se retenir, là, parce que en société, on ne peut pas faire ça. Ça mène nulle part. Et puis la personne n'était peut-être pas mal intentionnée. Ouais. Mais bon, maintenant... Mais c'est facile à dire, tu sais, je veux dire, les cordonniers sont souvent mal chaussés, alors je dis ça, mais... On va laisser le bénéfice du doute. On va laisser le bénéfice du doute. Et puis, aussi, ce qu'on peut faire, c'est aussi ne pas tenir, c'est ce que tu venais de dire, un petit peu un discours revanchard. On dit, ouais, tu vas voir, cette fois, il va payer, je voulais lui faire comprendre, etc. Ouais. Donc, montrons l'exemple. Il manque d'exemples. Mais il manque d'exemples. Voilà, on en voit l'occasion. Aux exemples. Oui, il en manque, mais c'est dommage parce que c'est ça qui fait changer la société. On a quand même quelques personnalités qui se détachent du lot, je trouve, ces derniers temps. Ouais. Ne fût-ce que parlons de l'inévitable Claude Legault en ce moment, parce qu'il est beaucoup dans l'actualité et il parle ouvertement de sa santé mentale. Et c'était quelqu'un qui était vu comme un gars assez... entre guillemets, avant dans ses films, je dirais, ou ses feuilletons. C'est ça, et les femmes l'apprécient beaucoup, moi-même d'ailleurs aussi. Et je trouve qu'il a une manière de s'ouvrir maintenant, de montrer cette part de féminité, de parler de sa santé mentale qui est très touchante, de parler de sa vie, de ses choix dans la vie qui est touchante. Il y a des artistes maintenant, l'anglophone, des gens juste dans l'habillement, qui vont se montrer, qui vont montrer une partie de féminité dans leur habillement également. Oui, et ce qui est beau, si tu permets, Catherine, c'est qu'un Claude Legault qui parlerait à un autre gars, tu sais, c'est souvent une histoire de femmes, quand on se confie. Tu sais, ça va être... c'est vrai. Alors, c'est là deux gars qui ont l'air très masculins, qui se parlent de santé mentale. Tu sais, c'est une avancée, ça. Tu sais, ça, c'est un exemple. Tu sais, ça, c'est le genre d'exemple qu'il est fun à voir. Une énorme avancée. Oui. Parce que les gens l'écoutent, Claude Legault. Donc, on lui dit merci. Et en même temps, ça donne un exemple qu'entre gars, on peut se parler de façon posée, pas juste en faisant des blagues puis en se tapant les styles sportifs, ses épaules. Ça, on est capable de s'ouvrir, puis on est capable de parler. Moi, je trouve ça c'est une vraie... Et on reste un homme tout autant. Ouais, c'est une vraie image. A autant de valeur, si pas plus, en tout cas, au regard des femmes. Ça change la société. Cet exemple-là va changer la société. 2-3 petits exemples. Le fameux artiste québécois Lumière, que je vous invite à consulter, que le musicien. Bon, vous pouvez aller voir, donc le musicien Lumière. Côté anglophone, Timothée Chalamet, Harry Styles et le Belge Pierre Demar. Ce sont des gens qui, ne fût-ce que par leur habillement, jouent avec les codes. Et ça, c'est intéressant pour faire progresser. Donc, ils jouent avec ce côté féminin. Maintenant, mais en même temps, ce n'est pas que ça. Tu sais, ça peut plaire à certaines personnes, mais je parle pour la grande majorité des hommes. J'ai l'impression que certains exemples, comme on parlait tantôt, vont beaucoup parler, vont changer des mentalités. Oui, tout à fait. Et Claude Legault n'a pas besoin de s'habiller beaucoup plus fémininement. Je crois qu'il est resté fidèle à ce qu'il était au niveau habillement. Et il reste lui-même. Et c'est très, très bien. C'est parfait. Il fait passer un message avec une masculinité positive. Et je pense que ça, c'est valable. Ça tient à chacun dans l'éducation des garçons et des filles aussi. Parce qu'une fille, on lui dit « Oh, tu dois être douce et compréhensive dans le temps », mais ça reste quand même un cliché qui peut être encore valable. Mais ça doit être des deux côtés quand on éduque une petite fille ou un petit garçon, d'aller jouer dans ses... pas jouer dans ses codes, mais disons de vraiment choisir des moyens positif et constructif de communiquer, d'accord? On veut surtout pas être dans la culpabilisation pour quelqu'un qui réagit de manière plus agressive ou plus toxique. On va essayer de ne pas le mettre dans la culpabilisation, mais plutôt de le responsabiliser, de lui dire, mais écoute, en agissant de manière responsable et avec un discours plus constructif, ça va mieux passer et toi, tu te sentiras mieux aussi plutôt que de ne pas pleurer si tu as perdu quelqu'un. Il reste peu de secondes, mais tu parlais tantôt aussi, il m'est venu un exemple, David Gaudreau, le slammer.
Oui. Il a fait des adresses aux Excellent, hommes dans leur oui. langage. Génial. Direct, mais c'est une autre façon aussi d'avoir une bienveillance, mais direct. C'est pas doux, là. Mais tu sais, je trouve que ça m'est revenu. Oui. C'est un bel exemple. Oui, mais merci il reste peut-être 15-20 secondes, on pourra en parler longtemps, mais qu'est-ce que tu peux dire en terminant? Donc, en fait, ma conclusion, c'est simplement que tout le monde en bénéficie. La société au complet bénéficie d'une masculinité positive et bienveillante. Donc, faisons passer le message et essayons d'être des exemples ou de trouver des exemples de bienveillance autour de nous et de les valoriser, ces personnes, qu'ils soient artistes, personnalités ou non. Ou dans la vie de tous les jours. Exactement. Merci beaucoup, Catherine, donc, pour cette chronique « Être masculin et bienveillant ». À la prochaine. Merci, Yvan. Au revoir. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie Douce. De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet que tu as débuté plus tôt. J'ai bien hâte d'écouter la suite. Visage et prénom, Pierre. Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Notre visage est marqué socialement par notre prénom ». Soit dit en passant, juste une petite parenthèse, c'est que souvent, quand on ne connaît pas quelqu'un qui est à la radio et on entend une voix, des fois, on connaît le prénom, puis on essaie d'imaginer, il a l'air de quoi. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Puis c'est un peu ce que tu racontes, en fait. Chacun a comme... dans le fond, on reflète notre prénom, mais il faut encore... Mais moi, si j'entends une voix à la radio de quelqu'un que j'ai jamais vu, mais ça va être d'après sa voix que je vais m'imaginer un visage. Mais souvent, c'est complètement différent de ce qu'on a pu imaginer. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, c'est un article écrit par M. Jean-Laurent Casely, qui est journaliste, essayiste et auteur français. Alors, celui-ci nous dit « Nous serions physiquement capables de modifier les traits de notre visage. » C'est assez spécial. Ouais. Un peu farfelu, peut-être. En tout cas, intéressant. Ouais. Alors, il nous dit, nous savions déjà que les gens coléreux vont avoir certaines rides, certains muscles faciaux qui se contractent avec le temps. Que quelqu'un qui a un visage avenant, en général, est quelqu'un qui est un peu anxieux, etc. La nouveauté est que notre prénom lui-même s'imprime sur notre visage. Depuis qu'il est tout petit, Vincent a été motivé et s'est façonné pour ressembler à un Vincent. Il a morphé son apparence vers du Vincent, de telle sorte que les gens qui rencontrent Vincent se disent aujourd'hui « Il a une tête de Vincent. » Parce qu'il s'est développé sa tête. Hein? Oui. Ouais. Alors, ce que révèle cet effet, c'est notre volonté d'être agréable au groupe. Et c'est un processus qui prend des années. C'est pourquoi il s'observe chez les adultes et surtout entre 18 et 60 ans quand la pression de la conformité sociale est maximale. La nouveauté de notre recherche est que notre prénom s'imprime sur le visage. Le plus surprenant, c'est que cet effet prénom fonctionne même quand on masque le visage de la photo pour ne laisser apparaître que les cheveux. Ah bon? Jusqu'au bout des cheveux, on pourrait influencer. Peut-être. Alors, on nous dit parce que les cheveux sont l'aspect de notre apparence physique que l'on contrôle le mieux. Cela vous montre à quel point Vincent est motivé pour être Vincent. Je suis en train de travailler sur des photos de jumeaux et j'ai remarqué, comme dans mon labo, que mes collègues arrivaient à distinguer une Amélie d'une Cécile, deux jumelles dont l'une avait les cheveux souvent lâchés, et alors que l'autre sont attachés. L'autre attache ses cheveux. Moi-même, je me coiffe souvent les cheveux en chignon, peut-être pour me conformer à ma tête d'Anne Laure. Et quel est ce stéréotype? C'est vrai que les Anne, ils ont souvent les cheveux en chignon. Oui, tu as remarqué ça? Anne, me semble que c'est un prénom qui va avec des cheveux attachés. Là. Peut-être. Ouais. Tu as peut-être raison. Et alors, quel est ce stéréotype? Madame nous dit, je ne sais pas, mais il est clair que je me présente à la France avec ce visage, que je ressens la motivation de ressembler à une Anne Laure. Il y a un certain nombre d'attributs, une façon de parler, de se comporter que l'on va attendre venant d'une Anne Laure. Oui. Qui est souvent peut-être plus douce. C'est vrai, non, il y a quand même des caractéristiques, c'est sûr. Mm-hmm. Alors, cela fonctionne même avec des prénoms plus rares. Eh bien, oui. Nous dit Mme Anne-Laure Sellier, oui, et c'est la force du prénom. Personne ne nous a demandé votre avis quand vous étiez bébé. Vous ne ressembliez à pas grand-chose et vous vous êtes mis à tendre vers du Jean-Laurent, par exemple, soit le nom de l'intervieweur ici. Le prénom est venu avant le visage et le visage s'adapte au prénom. Avec un prénom rare, le stéréotype social est cependant beaucoup moins précis, donc l'effet sera moins fort, tout comme d'ailleurs avec des prénoms ultra fréquents pour lesquels il existe une telle variété de personnes
que le signal se perd. Ouais. Mais je maintiens encore que j'ai l'impression que les parents, en voyant l'enfant, ont aussi une espèce d'intuition de dire, il me semble que ça va bien, ce nom-là, avec cet enfant-là, tu sais, à mon avis. Là. Peut-être. Alors, Mme Céline nous dit, nous le reconnaissons entre nous parce que nous sommes de la même tribu, entre guillemets. L'effet ne fonctionne que si les gens qui essaient de deviner le prénom et ceux dont les visages sont testés dans l'expérience appartiennent au même groupe culturel, c'est-à-dire qu'ils ont la même tranche d'âge, la même origine sociale et appartiennent au même groupe ethnique. C'est vrai au fond, c'est le bon sens. L'effet constaté est profondément social. On se reconnaît à l'intérieur de notre tribu. La preuve, c'est que si je montre des photos de visages de Français à des Israéliens, les Israéliens ne reconnaissent pas les Français. Ouais. Et inversement, les Français reconnaissent le prénom de visage français, mais pas de visage israélien. Ouais. On a aussi constaté que l'effet était plus puissant en France qu'en Israël. En démarrant ces expériences, je pensais qu'on obtiendrait un effet moins fort. Or, l'effet est plus marqué en France et le fait de savoir que cet effet prénom est plus important est intéressant en soi. La France est une société de caste, riche de stéréotypes, sans doute beaucoup plus qu'en Israël ou que les pays scandinaves, par exemple. Il est possible que ce soit la raison pour laquelle les expériences françaises ont si bien marché. La partie la plus surprenante de cette étude est la reconnaissance des prénoms correspondant au visage par un ordinateur cette fois. Ouais. Nous nous sommes dit que si un ordinateur était capable de reconnaître les prénoms en fonction des visages, c'était que l'effet était vraiment dans le visage de la personne et non le résultat d'un biais de la perception chez la personne regardant le visage. Mais je dois m'arrêter ici. C'est très intéressant. Oui, ouais. J'invite les gens à consulter cet article. On va mettre le lien d'ailleurs sur notre site antenne.qc.ca, donc dans la section mentionnée à Folie Douce sur les visages et prénoms. Merci Pierre pour cette chronique. Oui. Merci beaucoup. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie. Bienvenue mon cher. Merci également d'avoir apporté ton sujet pour tes segments Espresso et Espresso allongé. Tu nous as parlé de visage et prénom. Intéressant. Ça va nous faire réfléchir un petit peu là-dessus. Un peu farfelu. On va continuer à regarder les visages, puis on va peut-être reconnaître des gens. Oui. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Richard Landlois, nous a parlé de plein de choses. Richard s'implique depuis très très longtemps au niveau de la santé mentale. Alors, c'était vraiment intéressant de l'avoir à l'émission aujourd'hui. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Elle nous a apporté sa chronique « Être masculin et bienveillant ». C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.